Un seuil est posé et la fuite des profits devient visible. Avec une loi visant les entreprises dépassant 5 milliards de francs CFA, l'obligation d'établir leur siège au Burkina Faso change l'endroit où l'on décide, paie, recrute et rend des comptes. Mais qu'est-ce que cela signifie pour une famille, un quartier, un jeune diplômé, lorsque les dirigeants ne peuvent de plus agir à distance? Et pourquoi Ibrahim Traoré présente ce geste comme une reprise de contrôle plutôt qu'un simple texte administratif? La promesse est simple: rapprocher l'argent, la responsabilité et les effets. Cette réforme ne se limite pas à une règle technique imposée aux grandes entreprises. Elle trace une ligne claire entre deux modèles économiques opposés. D'un côté, un système où les décisions se prennent loin du terrain, où les bénéfices quittent le pays et où l'impact local reste diffus. De l'autre, une logique dans laquelle les centres de décision, les emplois qualifiés et les responsabilités fiscales s'installent là où la richesse est produite. L'enjeu est donc double. Il concerne d'abord la capacité de l'État à observer, encadrer et orienter l'activité économique sur son propre territoire. Il touche ensuite la vie quotidienne des citoyens, car chaque siège local signifie des bureaux construits, des services mobilisés, des fournisseurs sollicités et des emplois créés. Ibrahim Traoré présente cette loi comme un levier de transformation concrète, pas comme un symbole abstrait de souveraineté. Ce que cette analyse promet est simple: comprendre comment une décision juridique peut modifier les flux d'argent, les rapports de force et les perspectives sociales, et mesurer ce que cela change réellement pour la population, au-delà des annonces officielles. Le basculement commence par un chiffre précis: 5 milliards de francs CFA, soit environ 8,8 millions de dollars, deviennent quedant la ligne de démarcation entre présence symbolique et responsabilité réelle. À partir de ce seuil, les entreprises ne peuvent plus gérer le Burkina Faso à distance, car leurs décisions stratégiques doivent désormais être prises sur le territoire même. Ce point est central pour comprendre la logique portée par Ibrahim Traoré. Pendant des décennies, une grande partie de l'activité économique, notamment dans les secteurs extractifs, fonctionnait selon un schéma déséquilibré. Les ressources étaient exploitées localement, mais les sièges, les conseils d'administration et les choix financiers restaient à l'étranger. Les retombées pour l'État se limitaient souvent à des taxes modestes et à des participations minoritaires, tandis que les communautés locales percevaient peu de bénéfices visibles. La nouvelle loi intervient donc comme un révélateur plutôt que comme une rupture isolée. Elle s'inscrit dans un contexte plus large de reprise de contrôle économique, où la question n'est plus seulement combien l'État perçoit, mais où et comment les décisions sont prises. En obligeant les entreprises concernées à installer leur siège au Burkina Faso, le pouvoir politique rapproche les centres de décision des réalités sociales, urbaines et humaines du pays. Ce changement modifie aussi la temporalité de l'impact. Les effets ne sont plus différés ou hypothétiques. Dès l'annonce, la construction de bureaux, l'embauche de personnel local et la mobilisation de fournisseurs deviennent nécessaires. Les décisions stratégiques, auparavant abstraites pour la population, se traduisent rapidement en chantiers, contrats et emplois observables. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré ne présente pas la mesure comme une sanction contre l'investissement étranger, mais comme une redéfinition des règles du jeu. Le Burkina Faso ne se contente plus de produire de la richesse. Il exige d'en être le lieu de gouvernance. C'est cette articulation entre chiffres, territoire et responsabilité qui explique pourquoi cette loi dépasse largement le cadre économique pour toucher à la souveraineté concrète du pays. Les premiers effets de la loi apparaissent à travers des situations très concrètes, loin des discours institutionnels.
Lorsqu'une entreprise doit établir son siège localement, la transformation commence avant même l'ouverture officielle des bureaux. Des terrains sont identifiés, des bâtiments conçus, des équipes techniques mobilisées. Architectes, ingénieurs, ouvriers et prestataires locaux entrent en jeu, créant une activité visible dans les quartiers concernés. Un exemple souvent cité concerne une société minière auparavant dirigée depuis l'Europe. L'obligation d'installer son siège au Burkina Faso l'amène à recruter sur place des responsables administratifs, des techniciens et des cadres intermédiaires. Les réunions de direction se tiennent désormais à proximité des sites d'exploitation et des communautés riveraines. Les décisions opérationnelles ne sont plus filtrées par la distance mais confrontées directement aux réalités du terrain. Dans un autre cas, une entreprise du secteur technologique engage immédiatement des fournisseurs locaux pour l'équipement, la maintenance et les services informatiques. Ce déplacement du centre de décision stimule un écosystème plus large que l'entreprise elle-même, car chaque contrat génère des sous-contrats et des opportunités pour les petites structures locales. Ces micro-cas illustrent la logique défendue par Ibrahim Traoré. L'objectif n'est pas seulement de faire rester l'argent dans le pays, mais de rendre les choix économiques observables et discutables par la société. Lorsque les dirigeants vivent et travaillent sur place, la responsabilité devient quotidienne plutôt qu'abstraite. Le sens est alors clair, même pour ceux qui ne suivent pas l'économie de près. Rapprocher la décision, c'est rendre l'impact immédiat. Tout commence au moment précis où la règle est annoncée et comprise par les acteurs concernés. Le seuil des 5 milliards de francs CFA agit comme un déclencheur immédiat. Les entreprises qui dépassent ce niveau de chiffre d'affaires savent qu'elles ne disposent de plus d'une marge d'attente confortable. Elles doivent analyser leur situation juridique, financière et opérationnelle, puis décider rapidement comment se conformer à l'obligation d'implantation locale. Cette phase initiale crée un mouvement simultané de consultations internes, de contact avec les autorités et d'évaluations immobilières sur le territoire burkinabé. Très vite, la dynamique s'accélère. Les ministères et les administrations locales anticipent l'arrivée de nouveaux sièges et préparent les conditions d'accueil. Des zones urbaines sont identifiées pour concentrer les implantations, tandis que les collectivités locales ajustent leurs priorités en matière d'infrastructure. Les entreprises, de leur côté, passent de l'analyse à l'action. Des plans de construction sont lancés, des appels d'offres publiés et des équipes de transition sont envoyées sur place. Ce passage de l'intention à l'exécution marque le début de la phase décisive. Le point culminant survient lorsque les premières sociétés annoncent officiellement l'installation de leur siège au Burkina Faso. Ces annonces produisent un effet d'entraînement. Les médias relaient les projets, les citoyens observent les chantiers et les fournisseurs locaux commencent à recevoir des commandes concrètes. Chaque siège en construction devient une microéconomie, mobilisant des dizaines de métiers et générant une circulation d'argent immédiatement perceptible. Dans ce contexte, la décision politique prend une matérialité visible, ce qui renforce son impact symbolique et pratique. Ibrahim Traoré s'inscrit pleinement dans cette phase décisive en assumant la dimension disruptive de la mesure. Le message est constant. Il ne s'agit pas de surprendre les entreprises, mais de mettre fin à un fonctionnement où les profits quittaient le pays sans responsabilité locale équivalente. Cette posture clarifie le cadre. Les entreprises comprennent que la règle n'est pas transitoire ni négociable à la marge, mais qu'elle définit un nouveau standard de relation entre l'État, le secteur privé et la société. Les répercussions apparaissent alors en chaîne. Sur le plan économique, l'installation des sièges entraîne une demande accrue de main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée.
Sur le plan institutionnel, la proximité des centres de décision facilite le contrôle fiscal et la coordination avec les autorités. Sur le plan social, les communautés constatent que les décisions stratégiques néo-idéologiques ne sont plus abstraites, mais prises à proximité de leur réalité quotidienne. Cette séquence du déclenchement aux phases décisives puis aux répercussions montre que la loi ne fonctionne pas comme un simple texte réglementaire. Elle agit comme un mécanisme de transformation progressive, où chaque étape renforce la suivante. En plaçant la décision au cœur du territoire, le Burkina Faso modifie durablement la manière dont la richesse est produite, gérée et partagée. Avant l'entrée en vigueur de cette réforme, le fonctionnement économique reposait sur une situation de référence relativement stable mais déséquilibrée. Les entreprises opérant au Burkina Faso, en particulier dans les secteurs à forte valeur comme les mines ou certaines activités de services, pouvaient générer des revenus élevés tout en maintenant leur siège à l'étranger. La point de départ était clair. Décision stratégique hors du pays, bénéfices en grande partie expatriés et retombées locales limitées à des taxes, des salaires de base et quelques projets ponctuels. La loi introduit un premier changement mesurable, Zigania Promo, avec le seuil des 5 milliards de francs CFA, soit environ 8,8 millions de dollars. Ce chiffre n'est pas arbitraire. Il cible les entreprises suffisamment importantes pour influencer l'économie nationale. À partir de ce niveau de revenu, l'obligation d'installer le siège localement modifie la structure des coûts et des flux financiers. Les dépenses liées à la direction, à l'administration et à la gouvernance ne sont plus externalisées, mais intégrées dans l'économie nationale, ce qui augmente mécaniquement la part de richesse circulant sur place. Un deuxième changement concerne la participation de l'État dans les projets miniers. La nouvelle politique prévoit une participation automatique d'au moins 15% dans chaque projet d'extraction à grande échelle, avec la possibilité d'augmenter cette part jusqu'à 45%. Ce changement transforme la position de l'État, qui passe d'un rôle principalement fiscal à celui d'acteur décisionnel. Chaque pourcentage détenu représente non seulement un revenu potentiel supplémentaire, mais aussi un droit de regard accru sur la gouvernance, les normes environnementales et les stratégies d'investissement. Le troisième élément chiffré se situe au niveau de l'emploi et des dépenses locales. L'installation des sièges implique le recrutement de personnels administratifs médecins, financiers, techniques et de sécurité directement sur place. Même sans multiplier les estimations, le mécanisme est clair. Chaque siège nécessite des équipes permanentes, des services de soutien, des fournisseurs de biens et de prestations. L'argent consacré à ces fonctions ne quitte plus le pays, ce qui renforce l'économie circulaire locale et soutient les petites et moyennes entreprises. Ibrahim Traoré insiste sur le fait que ces chiffres ne doivent pas être perçus isolément. Le seuil des 5 milliards, les 15% de participation automatique et la possibilité d'atteindre 45% constituent un ensemble cohérent. Pris séparément, chacun a un effet limité. Combiné, ils déplacent le centre de gravité de l'économie vers le territoire national. Le changement n'est donc pas seulement financier, mais structurel. Il touche la gouvernance, la transparence et la responsabilité des acteurs économiques. En comparant la situation avant et après, la logique apparaît nettement. Là où les bénéfices étaient auparavant dissociés du lieu de production, ils sont désormais ancrés dans l'espace national. Là où l'État observait à distance, il participe directement. Cette évolution donne une traduction concrète à l'idée de souveraineté économique défendue par Ibrahim Traoré en reliant des chiffres précis à des changements observables dans la vie économique et sociale du Burkina Faso.
Les critiques de la loi se structurent autour de deux arguments principaux qu'il faut examiner sérieusement pour comprendre l'équilibre recherché. Le premier concerne l'attractivité du Burkina Faso. Certains investisseurs estiment que l'obligation d'installer un siège local augmente les coûts, complique la gouvernance et pourrait décourager des entreprises étrangères de s'engager ou de se développer dans le pays. Selon cette lecture, la proximité imposée réduirait la flexibilité stratégique et rendrait le marché burkinabé moins compétitif face à d'autres destinations régionales. Le second argument porte sur le rythme de mise en œuvre. Les détracteurs craignent qu'une application trop rapide crée des frictions administratives, des retards de projets et une pression excessive sur les infrastructures urbaines. Il souligne que toutes les entreprises ne disposent pas des mêmes capacités d'adaptation et que certaines pourraient choisir de réduire leurs activités plutôt que de se conformer à la nouvelle règle. Dans ce scénario, le risque serait un ralentissement temporaire des investissements et une incertitude accrue à court terme. La réponse apportée par Ibrahim Traoré s'appuie sur une lecture différente du rapport coût-bénéfice. L'objectif n'est pas de maximiser la facilité pour les entreprises, mais de créer un cadre stable et prévisible où la responsabilité locale devient la norme. En obligeant les sièges à s'installer sur place, l'État réduit l'asymétrie d'information et améliore la coordination entre autorités, entreprises et communautés. Cette proximité limite les conflits, accélère la résolution des problèmes opérationnels et renforce la confiance institutionnelle. Les premiers retours mentionnés dans le contenu source indiquent également que certaines entreprises ayant franchi le pas constatent des bénéfices inattendus. La collaboration avec les administrations locales devient plus fluide, la fidélisation des employés s'améliore et la réputation des entreprises se renforce auprès des populations. Ces éléments ne compensent pas seulement les coûts initiaux, ils peuvent créer un avantage comparatif durable. Ainsi, en examinant ces critiques dans leur version la plus solide, on voit que la loi comporte des risques réels, mais qu'elle repose sur un pari assumé, celui qu'une économie plus ancrée localement gagne en résilience et en légitimité. Ibrahim Traoré ne nie pas les contraintes, il les intègre dans une stratégie où l'attractivité ne se mesure plus uniquement en facilité d'entrée, mais en qualité et en durabilité de l'engagement. À ce stade, la réforme ne se lit plus seulement comme une obligation imposée aux entreprises, mais comme un déplacement du centre de gravité économique. Le point de bascule tient dans un détail souvent sous-estimé. Lorsque les sièges sont installés localement, la discussion ne porte plus uniquement sur les chiffres, mais sur leurs conséquences humaines et territoriales immédiates. Les dirigeants ne sont plus des interlocuteurs lointains, ils deviennent des skatteudedian, des acteurs insérés dans le quotidien du pays. Ce changement modifie la nature même des arbitrages. Une décision budgétaire n'est plus abstraite lorsqu'elle affecte directement l'emploi local, les fournisseurs de la ville ou les infrastructures voisines. La proximité crée une forme de responsabilité permanente car chaque choix est observé, commenté et ressenti par la communauté environnante. Ce mécanisme explique pourquoi la loi produit des effets qui dépassent le cadre économique classique. Dans cette logique, Ibrahim Traoré met en avant une rupture silencieuse mais décisive. L'économie ne fonctionne plus comme une chaîne où la valeur est extraite ici et arbitrée ailleurs. Elle devient un système intégré où production, décision et impact coexistent dans le même espace. Ce moment charnière montre que la réforme n'est pas seulement une question de contrôle, mais une redéfinition du lien entre richesse et société, là où il avait été distendu pendant des années. Pour l'État et les institutions publiques, la première conséquence est une capacité de pilotage renforcée. Lorsque les sièges sont installés localement, la collecte des taxes, le suivi des obligations légales
et la coordination administrative deviennent plus directes. Les échanges ne passent plus par des intermédiaires éloignés, ce qui réduit les délais et améliore la transparence. Les autorités disposent d'informations plus précises pour planifier les infrastructures urbaines, adapter les politiques publiques et orienter les investissements là où les besoins sont les plus visibles. Dans cette configuration, Ibrahim Traoré présente la réforme comme un outil de gouvernance autant qu'une mesure économique. Pour les entreprises, nationales comme étrangères, les effets sont contrastés mais tangibles. Les sociétés locales voient s'ouvrir des opportunités inédites pour intégrer la chaîne de valeur. Fourniture de services, logistique, maintenance, équipement de bureaux ou solutions numériques deviennent des marchés accessibles. Les entreprises étrangères, de leur côté, doivent repenser leur organisation interne. Les décisions financières et opérationnelles se prennent désormais sur place, ce qui implique une adaptation, mais offre aussi une meilleure compréhension du contexte local et une relation plus stable avec les autorités et les partenaires. Pour les citoyens et les travailleurs, l'impact est plus immédiatement perceptible. L'installation des sièges génère des emplois directs dans l'administration, la gestion, la finance et la sécurité, mais aussi des emplois indirects dans la construction et les services. Les jeunes diplômés trouvent des perspectives qui n'existaient pas auparavant, car les fonctions décisionnelles et techniques ne sont plus concentrées à l'étranger. Cette dynamique favorise également le transfert de compétences, puisque les équipes locales participent au processus stratégique et non plus seulement à l'exécution. Enfin, pour les communautés et les territoires, la réforme se traduit par une transformation de l'environnement quotidien. Les investissements liés au nouveau siège contribuent à l'amélioration des routes, des réseaux électriques et des services urbains. La circulation de l'argent à l'intérieur du pays renforce les petites et moyennes entreprises et stimule une économie plus ancrée localement. Les décisions prises à proximité rendent aussi les entreprises plus attentives aux normes sociales et environnementales, car leurs dirigeants vivent au contact direct des populations concernées. En reliant ces quatre niveaux, Ibrahim Traoré met en évidence un effet systémique. La loi ne bénéficie pas à un seul acteur isolé. Elle redessine les relations entre l'État, le secteur privé et la société en rapprochant la richesse de ceux qui la produisent et la subissent. C'est cette articulation concrète visible dans la vie quotidienne qui donne à la réforme sa portée réelle. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, l'évolution de cette réforme peut être envisagée selon trois trajectoires distinctes, chacune dépendant du rythme d'adaptation des acteurs économiques et de la capacité institutionnelle à accompagner le changement. Le scénario de base repose sur une mise en conformité progressive. Les entreprises concernées installent leurs sièges, parfois de manière graduelle, tandis que l'État ajuste ses procédures et ses infrastructures. Les emplois augmentent de façon régulière, la circulation de la richesse se stabilise et les bénéfices commencent à se diffuser dans l'économie locale sans rupture majeure. Le scénario optimiste suppose une appropriation rapide et coordonnée de la loi. Les entreprises anticipent les exigences, investissent et équipent dans des sièges fonctionnels et développent des partenariats durables avec des fournisseurs et des institutions locales. Les universités et centres de formation adaptent leurs programmes, ce qui accélère le transfert de compétences. Dans ce cas, l'effet d'entraînement dépasse les secteurs initialement concernés et attire de nouveaux projets. La réforme devient alors un signal de stabilité et de clarté des règles, renforçant la crédibilité économique du pays. Le scénario pessimiste, en revanche, se dessine si des résistances prolongées apparaissent.
Certaines entreprises peuvent retarder leur implantation ou réduire leurs activités, créant un décalage temporaire entre les attentes et les résultats. Des tensions peuvent émerger autour des coûts d'adaptation ou de la disponibilité des infrastructures urbaines. Dans cette hypothèse, les bénéfices existent mais restent concentrés dans quelques zones ou secteurs, ce qui limite l'impact global à court terme. Face à ces trois perspectives, la clé réside moins dans le choix d'un scénario que dans la manière de réduire l'incertitude. La communication claire des règles, le soutien aux petites et moyennes entreprises locales et le suivi régulier des effets économiques constituent des leviers déterminants. En posant des conditions lisibles et en accompagnant les acteurs, le Burkina Faso peut orienter la réforme vers une trajectoire plus inclusive et durable, où l'obligation légale devient un catalyseur d'innovation plutôt qu'un simple facteur de contrainte. Pour les jeunes et les étudiants, la réforme change d'abord l'horizon des possibles. Lorsque les sièges des entreprises s'installent localement, les métiers liés à la gestion, à la finance, à l'ingénierie ou aux services administratifs cessent d'être lointains ou théoriques. Les stages, les formations en alternance et les premiers emplois deviennent accessibles sur le territoire national. Cette proximité entre études et débouchés professionnels réduit l'écart entre formation et réalité du marché du travail. Ibrahim Traoré insiste sur cette dimension, car elle conditionne la capacité du pays à retenir ses talents. Pour les petites et moyennes entreprises, l'effet se joue sur un autre registre. Les nouveaux sièges ont besoin de fournisseurs fiables pour l'équipement, la logistique, la maintenance et les services qu'on a dit quotidiens. Des entreprises locales, parfois marginalisées auparavant, accèdent à des contrats réguliers et à des partenariats structurants. Cette intégration dans la chaîne de valeur améliore leur crédibilité, renforce leurs compétences internes et leur permet de se projeter sur le moyen terme plutôt que de survivre au coup par coup. Pour les citoyens et les communautés, l'impact se mesure dans des éléments très concrets. Les investissements liés aux sièges locaux contribuent à améliorer les infrastructures urbaines, les routes, l'électricité et certains services publics. La création d'emplois, même indirects, renforce le pouvoir d'achat et la circulation de l'argent dans les quartiers. Les habitants perçoivent donc plus clairement le lien entre activité économique et qualité de vie, ce qui nourrit un sentiment de participation plutôt que de distance. En rapprochant ces trois niveaux, la réforme cesse d'être une abstraction politique. Elle devient une réalité vécue, avec des choix à faire et des opportunités à saisir. C'est précisément à cet endroit que la décision économique rejoint l'expérience quotidienne et que le spectateur peut se demander comment il se situe dans cette transformation en cours. Pour que la loi produise des effets durables et mesurables, sa mise en œuvre repose sur une séquence d'actions clairement identifiables. La première étape consiste à définir les priorités locales. Les autorités nationales et municipales évaluent les besoins immédiats en matière d'infrastructure, d'emploi et de formation. Les indicateurs associés sont simples: nombre de postes créés, chantiers lancés et contrats attribués à des fournisseurs locaux. Cette phase permet d'aligner les attentes économiques avec les capacités réelles du territoire. La deuxième étape concerne l'installation effective des sièges et le recrutement local. Les entreprises dépassant le seuil fixé doivent mettre en place leurs structures administratives dans un délai défini, généralement de quelques mois. Le critère de suivi porte sur la proportion de personnel recruté sur place et sur la qualité des emplois proposés. Cette exigence transforme l'obligation légale en opportunité de transfert de compétences et de montée en qualification de la main-d'œuvre nationale. La troisième étape
vise le soutien aux petites et moyennes entreprises. L'intégration des PME dans la chaîne d'approvisionnement devient un objectif explicite. Les autorités facilitent les mises en relation, tandis que les entreprises principales s'engagent à privilégier les fournisseurs locaux lorsque cela est possible. L'indicateur clé est le nombre de PM mobilisés et la valeur des contrats générés. Ce mécanisme renforce l'économie locale au-delà des seuls grands groupes. La quatrième étape repose sur le suivi et la transparence. Des audits réguliers et des rapports publics permettent de vérifier la conformité fiscale, sociale et environnementale des entreprises concernées. Cette supervision réduit les risques de contournement et consolide la confiance entre l'État, les entreprises et les citoyens. Enfin, la formation continue complète la feuille de route. Les universités et centres de formation adaptent leurs programmes aux besoins émergents mesurés par le nombre de diplômés intégrés dans les entreprises locales. En articulant ces 5 étapes, Ibrahim Traoré transforme la loi en un processus structuré où chaque acteur sait ce qu'il doit faire, quand le faire et comment mesurer les résultats. Le retour au premier microcas permet de mesurer le chemin parcouru. Les chantiers ouverts, les bureaux occupés et les équipes locales en place ne sont plus des projections, mais des signes tangibles d'un changement en cours. Ce qui avait commencé comme une obligation légale se traduit désormais par des scènes ordinaires, des réunions tenues sur place, des fournisseurs locaux sollicités, des jeunes intégrés à des équipes décisionnelles. Ces images donnent une épaisseur concrète à la réforme. Dans ce parcours, Ibrahim Traoré apparaît moins comme l'auteur d'un texte que comme l'initiateur d'un mouvement. La loi n'impose pas seulement une règle, elle modifie une posture. Les entreprises ne sont plus des acteurs de passage, mais des participants inscrits dans la durée. Les communautés, de leur côté, ne restent plus à la périphérie des décisions qui façonnent leur environnement économique et social. Le rappel émotionnel tient dans cette proximité retrouvée. Lorsque la décision, l'argent et l'impact se trouvent réunis au même endroit, la responsabilité cesse d'être abstraite. Elle devient visible, discutable et partageable. Cette dynamique redonne du sens à l'idée de souveraineté, non pas comme un slogan, mais comme une expérience vécue. La phrase qui s'impose alors est simple. Rapprocher la décision, c'est rapprocher l'avenir. Elle résume l'esprit de la réforme et explique pourquoi ce moment constitue un tournant, autant symbolique que pratique, pour le Burkina Faso. La réforme portée par cette loi ne se termine pas avec l'installation des sièges ou la publication des premiers chiffres. Elle ouvre plutôt un espace de discussion collective sur la manière dont un pays organise sa relation entre richesse, responsabilité et avenir commun. Lorsque les décisions économiques se rapprochent du terrain, elles cessent d'être l'affaire exclusive des dirigeants et deviennent un sujet partagé par l'ensemble de la société. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré invite implicitement à un changement de regard. Observer comment les entreprises s'adaptent, comment les emplois se créent et comment les territoires évoluent permet à chacun de mesurer les effets concrets d'un choix politique. Pour certains, cela signifie se former à de nouveaux métiers. Pour d'autres, identifier des opportunités entrepreneuriales ou simplement suivre de plus près la manière dont l'économie locale se transforme. Cette dynamique pose une question ouverte, sans réponse unique. Comment un pays peut-il continuer à attirer des investissements tout en exigeant un engagement réel et durable de ceux qui y opèrent? Le Burkina Faso expérimente une voie qui cherche à concilier ces deux impératifs. La conversation reste donc ouverte. Comprendre, débattre et observer les résultats dans le temps devient une manière de participer, même modestement, à cette transformation en cours.